Jonas Tchomela, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui en face de nous parce que vous êtes un grand animateur d'une grande structure, la nouvelle Société civile du Congo, j'espère. Et vous étiez aussi parmi ceux qui ont dirigé des grands mouvements pendant et avant les élections. Et avec vos analyses, vous avez pas mal changé de figure et de politique dans le pays. Alors, mais aujourd'hui, avec vous, nous allons essayer de parler de la crise sanitaire qui a frappé dans le monde entier. Vous savez, le coronavirus, lorsqu'il est apparu, lorsqu'on a remarqué que cette pandémie est apparue, précisément en Chine, la maladie a frappé. Mais après, et puis c'est parti en Europe, après un certain temps, on a pensé que ça pouvait aussi atteindre l'Afrique. Et lorsque cela est arrivé en Afrique, en commençant par les pays d'Afrique de l'Ouest, jusqu'à arriver jusqu'au Congo, il y a eu la déclaration officielle du chef de l'État expliquant à la population que la pandémie était là. Et tout de suite après, les gens ont cru, les gens ont pris des mesures, les gens se sont au fait préparés à affronter cette crise sanitaire jusqu'au moment où on allait parvenir à la beauté du pays. Vous aussi, en tant qu'un fils du pays, comment avez-vous vécu ces instants qui étaient vraiment trop émotionnels même pour la population, particulièrement de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en général? Bon, je crois que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas la politique nationale de faire face à des calamités et des situations imprévues, quand bien même nous avons un ministère des Affaires humanitaires. Mais la politique nationale, en cas de soucis de ce type, comment riposter avec la vitesse voulue et au moment voulu pour bloquer à distance ou prendre des mesures. Le Congo a laissé venir la maladie jusqu'à frapper à ses portes, au point où nous avions cru comme si le gouvernement ne voyait pas le danger venir. C'était un moment difficile. Nous sommes retrouvés avec plusieurs opinions. Une opinion qui croyait que la maladie existait, une opinion qui ne croyait pas de l'existence de la maladie. Et quand les chiffres ont commencé à circuler, les gens voyaient l'ampleur du dégât. Ils ont voyé l'ampleur du dégât et les mesures gouvernementales n'ont pas tardé à tomber. Nous n'avons pas aussi hésité un seul instant pour commencer à faire des propositions, ce qui nous a fallu plusieurs lettres qui ont été envoyées au président de la République directement pour voir dans quelles mesures les mesures devaient être amplifiées. Nous sommes parmi les structures qui ont parlé de port des masques et on doit l'élargir à une opinion. Nous avons même proposé qu'on puisse isoler Kinshasa avant que la maladie aille dans des provinces, mais ça a pris un temps. Au bout d'un temps, nous avons été compris. Le Kinshasa a été isolé, on a confiné une partie de Kinshasa où la maladie se pose avec l'ampleur et nous sommes arrivés à cette situation-là et où il y a des conséquences de cette maladie sur notre pays. Si déjà des pays à forte économie sont aujourd'hui en déséquilibre, vous imaginez à quel niveau le Congo peut être.
Et là, nous étions dans un processus de reconstitution de l'organisation gouvernementale de la gouvernance de la République. Brutalement, tout s'était arrêté et tous les efforts étaient centrés comment nous organiser pour faire face à cette nouvelle situation nous imposée par la force de la nature. Mais qui était prévisible parce que déjà le Congo avait déclenché le mécanisme de nous isoler du reste du monde, des pays où se secouait cette maladie. Les mesures qui ont été prises après, à la frontière et consorts, si nous avions été prévenants, je crois qu'on n'en serait même pas là. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation imposée avec des conséquences terribles au niveau des revenus des ménages, au niveau de l'éducation des enfants, tout est perturbé, au niveau même des taux de chômage qui du reste n'a jamais été maîtrisé au Congo, s'est amplifié et l'économie, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, tout était paralysé. Au point où le gouvernement va revenir à la charge, nous prendre des mesures d'accompagnement de la période, la gratuité de l'électricité, de l'eau et consorts, mais nous serons rattrapés par l'histoire après. Parce qu'après, quand on a commencé à payer, les factures viennent le double de ce que nous payons avant le confinement. Ça veut dire que le gouvernement nous a floués. Il récupère ce qu'il a perdu pendant la dite période. Mais devant quel type de personnes? Les gens qu'on ne paye pas, les gens dont le revenu est sensiblement entamé. Voilà autant de problèmes qui se posent. Un taux de chômage, les entreprises paralysées, des choses comme ça. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, notre pays n'a pas pu ou est en train encore de patauger pour prendre des mesures pour accompagner les petites et moyennes entreprises, les gens qui ont perdu un certain nombre de pouvoirs de revenus, et comment faire pour les renforcer comme dans d'autres pays. Même la prise en charge de certains services, même privés, parce que dans d'autres pays on l'a vu. Malheureusement, nous, on est resté au niveau des intentions et Dieu merci que la maladie, comme on pense, même si on a enlevé un certain nombre de mesures, elle est là, elle circule. Nous devons faire attention. Je vous ai très bien suivi lorsque vous avez dit que nous avons laissé venir la maladie jusqu'à nous. Et il y a encore ce qui nous intrigue. Je pense que lorsqu'on a effectivement déclaré la maladie présente ici à Kinshasa, il y a un de grands médecins du Congo qui avait, je crois, je le cite, en la personne de Tom Yembe, qui craignait déjà une crise catastrophique, une catastrophe naturelle du moment où rien que par sa présence, coronavirus pourrait, disons, transmettre une peur, une panique, même au niveau des corps scientifiques, des corps médicaux, pour les traitements. Alors, de ce point de vue, les résultats n'ont pas été le même. Qu'est-ce qui est survenu à la place de ces prévisions de ces grands médecins? Et c'était plutôt une certaine un brouhaha, une mégestion dans les affaires. Comment vous, qui êtes un analyste, vous avez analysé cette gestion de la crise sanitaire avec cette équipe de riposte? D'abord, l'équipe s'est mise difficilement en place avec des tâtonnements. Ça montre déjà, je vous le disais au départ, que notre pays n'a pas une politique de faire face à des calamités, ni de moyens y afférents pour que le moment venu, si nous sommes en face d'une situation, ça peut être une calamité naturelle. Là, nous sommes dans un cas d'une crise sanitaire. Et vous savez, notre infrastructure sanitaire est Vestus. Et notre infrastructure sanitaire est dépassée. Le moyen, notre personnel même n'a pas pris du temps pour s'adapter à cette nouvelle pandémie qui était une nouvelle donne dans plusieurs cas qui nous gèrent. Nous gérions déjà le cas d'Ebola, là nous sommes en face d'un deuxième cas, une autre pandémie qui est le Covid-19, la Covid-19 dis-je. Donc,
La gestion était difficile. Au niveau de la sécurité même des corps médicaux, il y a des soucis parce que nous avons perdu quand même certains compatriotes qui ont travaillé ou qui ont été contaminés ou qui ont été récupérés dans cette direction. Au niveau des mouvements des populations, tout semblait être incontrôlé et l'équipe a eu de la peine à se mettre en place avant de prendre la manette chose. La mobilisation des ressources financières aujourd'hui, nous entendons qu'ils sont même à la justice sur certains cas, de la transparence dans la gestion des fonds qui ont été alloués à la riposte pour faire face à cette situation. Donc aujourd'hui, la situation telle que je l'analyse, il y a eu tâtonnement dans des prises de décision, de va-et-vient, et l'équipe a peiné à se mettre en place pour se stabiliser, faire face à la situation. Nous n'étions pas préparés à faire face à une situation de telle ampleur sur des pays civilisés, riches, économiquement, ces pays ont peiné à contenir la maladie. Vous imaginez le cas du Congo, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas su. Là, la communication elle-même de l'équipe de riposte était foutue. Personne ne comprenait beaucoup de choses. C'était une opacité terrible. On communiquait des choses presque alarmantes. Mais comment sensibiliser la population à s'imprégner, à s'impliquer pour contribuer à la limitation de la propagation de la maladie. Donc, il y avait tout un travail, mais la communication n'était pas... Moi, par exemple, je vous dis que je n'ai jamais, mais ce n'est pas un long cas, peut-être qu'ils ont fait avec des gens avec qui ils ont été en acquaintance, nous n'avons jamais ni été appelés, pourtant on pouvait... Mais malgré cela, nous nous sommes organisés pour quand même commencer à parler de cette maladie qui devenait un danger pour toute notre communauté. Et nous avons pu faire un certain nombre d'activités dans certaines provinces. On a multiplié les dépliants sur les questions de gestes barrières, sur les mesures d'hygiène qu'il fallait respecter. Nous l'avons fait à notre niveau, mais il n'y a que l'État qui communiquait mal. La coordination même des centres de communication, les ministères et l'équipe de riposte et le gouvernement, vous avez vu ce qu'il y a eu comme enjeu. Et il a fallu que le président de la République récupère la question pour donner l'impulsion nécessaire, tant bien que mal, pour qu'on arrive à ces résultats aujourd'hui où il y a des confinements et une sorte de psychose qui s'était déjà installée, qui est en train de chuter. Mais elle chute, les gens ne devaient pas oublier que la maladie est là. Le port de masque. Vous avez vu les contradictions qu'il y a eu avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que l'épicentre pour le Congo, c'était Kinshasa. Donc, tous ces éléments mis ensemble, il n'y avait pas une coordination ordonnée, organisée pour faire face. Mais nous devions tirer des leçons. En tirant des leçons, on doit avoir un plan de sortie de cette crise. Avant, pendant et après la pandémie, le Congo pourra tirer des leçons pour que prochainement, si de tels... Parce qu'il y a des pays qui ont été confinés, qui sont en train d'être réconfinés. Et si ça pouvait nous revenir, est-ce que nous sommes préparés à faire face avec cette situation? Voilà. Mon analyse est que c'est une situation imprévisible dont les équipes n'étaient pas assez très bien préparées, mais on s'en est quand même tiré, pas pour mentir, pour dire à l'opinion que nous sommes sortis de l'auberge. La situation reste très difficile, incontrôlée, même à un certain niveau, parce qu'il y a mobilisation de fonds, mais la maladie, elle est là, elle circule. La population ne devrait pas oublier que le fait qu'on ait élevé la mesure, c'est que la maladie est partie, elle est là. Et le port de masque est obligatoire, quand bien même scientifiquement, on n'a pas encore de portrait comment ces masques peuvent nous faire ça. Ça, c'est un autre débat scientifique. Mais pour nous, dans l'opinion, c'est le moyen le plus efficace qu'il faut utiliser pour porter notre masque de façon permanente et appliquer des gestes barrières et les mesures d'hygiène. Vous savez, c'est une situation qui nous amène à éradiquer d'autres types de maladies. Les maladies dites de la salité, des typhoïdes, de choléra, c'est dû à tous ces gens. Mais là, nous sommes dans un environnement où nous devons faire beaucoup plus attention. Donc, notre analyse, bref, situation imprévisible, mais le gouvernement a pu faire ce qu'il pouvait faire, mais la suite n'est pas intéressante, pas s'accentuer la crise dans les ménages, au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, au niveau même des entreprises, mais le plan d'accompagner de l'État, nous ne le voyons pas. Nous essayons toujours, nous sommes toujours en train de remonter un peu ce qui nous a frappé le plus. Pendant un moment, il y a eu quand même une sorte d'élan national. C'est-à-dire que cette compassion-là à venir vers les autres, on a quand même vu
certaines personnes qui sont sorties en proposant par exemple le traitement avec la chloroquine. Nous voyons par exemple l'ancienne première dame du Congo qui a proposé un lot de chloroquine. Quand même, ça c'était un acte appréciable. Bon, moi je ne sais pas entrer dans le détail, n'étant pas scientifiquement qualifié pour qualifier tel produit efficace ou pas. Nous savons le débat qui a tourné autour de le médicament que l'ancienne première dame a déposé. Nous avons appris qu'il y a notre compatriote qui est Thomas Garaskar qui est venu ici avec une recette. On ne nous dit même pas la suite comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des formules, le schéma qui sont proposés, les protocoles qui sont proposés par les scientifiques. C'est un débat hautement scientifique que je n'ai pas assez de maîtrise. Moi, je m'intéresse à la question de l'impact de tout cela et comment on a pu le faire. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Quant à l'élan national tel que vous le préconisez, effectivement, nous avons vu quand même quelques hommes d'affaires qui ont apporté des ambulances, des petits soutiens et même notre génie. Il y a un jeune dans la ville ici qui a démontré par l'invention d'un truc qui pouvait nous aider à la désinfection quand vous entrez dans un magasin. Et tout ça, ça nous interpelle et ça relance du coup la question de la recherche dans notre pays dont on alloue moins de moyens. Nous avons des centres de recherche dans ce pays qui n'ont pas assez de moyens. Mais c'est l'occasion de lancer le travail de recherche des scientifiques du pays pour les mettre dans des conditions de travailler. Un jour, ils peuvent déboucher sur soit des vaccins, sur soit des choses qui peuvent nous aider à ce que jamais si nous sommes dans tel cas ou tel autre cas, que pouvons-nous faire? Vous voyez, nous sommes là devant des situations comme si nous n'avions pas de gens qui ne sont pas mis dans des conditions du travail pour nous amener des solutions comme le font hier. Donc il y a un problème d'accompagner la recherche dans notre pays et de façon à ce que les scientifiques soient en avance par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Mais vous avez vu aux États-Unis, en Europe, et en Chine où la maladie s'était déclarée, les études, les recherches sont intensifiées. Pouvez-vous nous dire une seule étude ou recherche qui est faite au Congo? On attend les résultats des autres. Voilà pourquoi nous sommes à la quai. Bon, justement, en parlant de recherche, voulez-vous nous dire, parce qu'il y a quand même eu un certain tollé autour du vaccin, parce qu'à un certain moment, on a vu lors d'une conférence de presse entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le docteur Muyembe proposant un vaccin. De ce côté-là, nous n'avons pas vraiment compris, alors que l'Europe lui-même, l'Occident, était en train de chercher un vaccin capable à pouvoir répondre par rapport à la crise sanitaire, mais on pensait que un vaccin pouvait venir pour que nous puissions être vaccinés et cela a donné un tollé au niveau national. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps? Ben moi, comme je vous ai dit tout de suite, sur les questions liées, je ne suis pas spécialiste des questions de recherche sanitaire, je ne suis qu'un simple bénéficiaire des effets de recherche, mais je me pose aussi à même titre que d'autres Congolais en même temps, que bien d'autres compatriotes. Et là où la maladie, l'épicentre mondial de la maladie, la communication n'était pas assez très importante pour que nous sachions si un vaccin, c'est là qu'elle devait commencer. Il ne faut pas commencer là où la maladie est allée chuter, il faut commencer là où elle avait commencé. C'est un problème d'approche. Donc ça peut aussi être un bon vaccin, ça peut aussi être très mauvais. Mais les Congolais, à cette époque, ont refusé d'être cobayes de tests. C'était à l'enjeu. C'était que vous voulez tester un vaccin ou un vaccin déjà testé. Et s'il faut le tester, il faut le tester là où la maladie s'est posée avec beaucoup plus d'ampleur. Je crois que l'Espagne, l'Italie, la Chine, la France et les États-Unis, l'Amérique latine, il y a une partie au Brésil où j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de dégâts que dans les pays africains. Fallait-il utiliser les populations africaines comme des cobayes de tests? C'était tout le débat. Tout le débat. Est-ce que la communication est importante? C'est là que les scientifiques africains étaient devant les responsabilités. C'est pourquoi ils doivent s'investir dans la recherche.
Parce qu'ils peuvent certifier des choses, pas faire des scientifiques qui accompagnent, mais des scientifiques aussi qui émettent des avis. Des avis. Et ça devait être une bonne opportunité de nous interpeller, nous Africains, face à la recherche mondiale, vis-à-vis de cela. Où est-ce que nous sommes? Comment nous pouvons nous positionner? Ça, c'est un problème des scientifiques. Moi, je pense que maintenant qu'il y a une certaine sorte d'accalmie, quand bien même la maladie est encore avec nous, pourquoi les scientifiques africains n'organisent pas des forums africains pour voir comment les Africains ont pu appréhender cette maladie et des leçons à tirer et comment aussi ils peuvent lancer l'organisation parce que cette maladie risque de nous revenir de temps en temps. Et comment nous pourrions faire face à cette maladie? Ça, c'est l'élite africaine qui est interpellée. Donc, le débat autour du vaccin, il y avait ce problème de compréhension et il y avait le refus catégorique d'être cobaye des tests parce qu'on ne sait pas la suite. Voilà, on peut élanger. Vous avez vu même le docteur Mouyembe là-dessus, il y avait beaucoup de choses à dire, avec sans beaucoup de précision. Donc l'embarras dans lequel il s'était retrouvé à cette... On l'a même cru à un moment donné qu'il aurait dit que le vaccin vienne. Et à un moment donné, on l'a entendu que non, ce n'était pas mes propos. Voilà, autant de choses. Encore une fois, le problème de la communication. À cette époque, ça n'avait pas fonctionné. Bon, justement, pendant toujours cette période où la crise a sévi, on a quand même assisté à des moments où, parlant de la gratuité de l'eau et du courant électrique, il y a certains points qui ont justement, pendant cette période, peiné à avoir de l'eau. Pensez-vous que cette maladie est liée soit à des soins corporels, mais les gens manquent de l'eau, donc il y avait tout à dire. Est-ce que cette maladie existait réellement au Congo ou c'est autre chose qui est passé et qui ne nous a pas atteint et qu'on s'est embourbé avec des concepts qui étaient devenus planétaires? On n'a pas compris pendant... Non, mais je crois que la maladie est au Congo. Il ne faut pas que les gens se leurrent. La maladie est au Congo. Seulement, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est la question de la gratuité de l'eau, de l'électricité. Mais est-ce que nous avons l'électricité lui-même qui était déjà gratuite? Est-ce que nous l'avions? Est-ce que nous l'avons avant, même maintenant? Est-ce que nous avons l'électricité pour quand même qu'on puisse le rendre gratuit? Ce sont des choses. Et l'eau. Il y a des communes. Ici, dans la capitale, moi, je n'ai pas envie de parler de province, parce que la semaine passée, je reviens d'une tournée dans la province du Kasaï oriental. Et je ferai même une communication la semaine qui commencera là-dessus. La situation de nos communautés reste extrêmement précaire. Donc, à ceux-là, si vous lui dites que l'eau courante, l'eau gratuite ou l'électricité gratuite, qui n'ont jamais vu du reste, c'est ce que normal. Dans la province de Kinshasa, moi, je suis dans une commune qui est presque la commune mère de la ville, mais j'ai l'eau autour de 1h du matin. Quand la facture est venue, elle est supérieure. Et c'est une facture qui reprend le double de ce qu'on payait avant février. Donc, l'État tentait de flouer la population. Ce n'est pas intéressant que l'État lui-même, qui doit protéger la population, puisse prendre des mesures spectaculaires pour tromper l'opinion et qu'à la fin, les factures, vous me demanderez, interroger tous les Kinois, ils le savent, que les factures qui les viennent, que ce soit d'électricité, que ce soit de l'eau, sont des factures qui ne reflètent pas la réalité que le gouvernement les avait promis, quelle n'est pas la réalité qu'ils payaient avant février. C'est le double de ce qu'ils payaient au mois de février qui revient aujourd'hui, et dans certains quand même le triple. Une sorte de récupération, et c'est méchant, et même révoltant, Un gouvernement doit être un gouvernement qui sécurise et protège sa communauté. Quand vous-même, vous savez que cette même communauté, les emplois étaient perdus, cette même communauté, les entreprises travaillaient, il n'y avait plus de revenus, il n'y avait plus... Un mois après, et vous revenez au galop, c'est méchant, injuste et c'est intolérable. Nous n'allons pas supporter cela éternellement. Je pense que le chef de l'État doit être interpellé sur cette question. C'est extrêmement révoltant. Il est temps qu'il prenne des mesures avant que nous on vienne à la charge. Bon, ce qui est aussi révoltant, c'est que pendant également cette période, la population, certaines parties de la population de Kinshasa a crié au scandale. Le problème, c'est le problème de l'achat de corps, semble-t-il. Parce que il y a des images l'accusent,
certains ont crié à ce que les agents de l'équipe des ripostes ont acheté des corps justement pour essayer de gonfler le chiffre, tous les chiffres que l'équipe des ripostes donnait à longueur de journée sur l'évolution de la maladie. Comment vous avez au fait accueilli et accepté cette nouvelle en comparant les chiffres donnés journalièrement et les cris au scandale criés par une partie de la population quinoise? Vous savez, lorsqu'on communique mal dans une communauté, la place est laissée à la radio-trottoir. Je vous ai dit ici, la communication n'était pas à la hauteur. S'ils ne peuvent pas le reconnaître, tant mieux. Mais moi, j'ai cette opinion-là, qui n'ont pas assez très bien communiqué, ce qui fait que la spéculation et la radio-trottoir a pris la place de la bonne information. Vous savez que dans cette ville, il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ne croient même pas que cette maladie existe chez nous. Cordon, Jonas Tumbela, vous êtes le principal animateur de la nouvelle société civile. Pendant cet élan, parce que vous avez parlé par exemple des élus du peuple, mais ces élus du peuple ont été proches de la population. Ceux-là ont quand même emmené des solutions hydroalcooliques, ils ont mené des lavements, ils ont mené ce qui était tout du moins nécessaire à la population que l'équipe des ripostes n'a pas pu au fait mettre à la disposition de tous les Congolais pour pouvoir venir à bout de cette pandémie. Comment avez-vous apprécié ces différents gestes de nos députés, sénateurs et autres? Moi, je n'ai pas vu d'un bon oeil le geste des députés et des sénateurs que vous faites allusion. C'était de la récupération politique d'une situation anormale de crise pour en faire une recette politique, pour se projeter sur sa survie politique. Il pouvait aller bien le faire dans la commune ou dans la circonscription, il n'est pas candidat. Vous verrez que tous l'ont fait que dans les circonscriptions pour vous tromper la vigilance. J'en ai vu même dans la capitale qui ont posé même des lave-mains dans des coins des rues insensibles. On a vu que le président de la République parlait de mettre dans toutes les avenues, toutes les communes. C'est que nous n'avons pas vu quelques députés, même des affiches et des photos. J'en ai vu dans des communes, je ne vais pas citer les gens ici, parce que je crois que prochainement, s'ils continuent avec ce type de flatterie, dans le cité. Non, mais vaut mieux 1 que 0. Eux, au moins, ils sont venus vers la population en leur donnant ce qui était indispensable. Mais qu'ils donnent aussi les salaires. Alors que le ministère de la Santé, lui, c'est lui qui était au fait habilité. C'est pourquoi moi, je me tourne contre cela. De toute façon, moi, je ne suis pas bénéficiaire de ce geste. Et si je pouvais l'être, je n'allais même pas le prendre. Oui, l'excès de la celle de la police, il y a des gens qui excellent, pas en bien mais en mal. Je ne pense pas que ce chef l'avait envoyé avec ce mandat-là d'aller tirer sur un compatriote qui lui-même n'a pas donné le masque, que vous imposez le masque. Nous avons vu des gouvernements d'autres pays distribuer des masques. Et la personne que vous demandez le masque, savez-vous ce qu'il a comme revenu? Et ce que ça lui coûte sur le budget de la ménage en termes de moyens? Mais je ne suis pas aussi en train de dire à cette personne d'être irresponsable. Je crois qu'il y avait la communication en plus, la pédagogie. Il fallait accompagner par la sensibilisation, que les gens eux-mêmes s'engagent, qu'ils comprennent les dangers qui nous guettent encore. En portant le masque, nous nous sauvons et nous protégeons les autres. Ce travail n'a pas été fait. Ce travail d'intimidation, ce travail moi je connais une de mes collègues avec qui je travaille. Elle s'est trouvée avec son masque mal placé au marché Gambela. Elle a été prise comme ça. Heureusement que j'étais dans le parage. Ouais. Donc des choses comme ça, c'est un problème à la fois de la population. Elle n'a pas eu la bonne information et bien donnée pour qu'elle s'engage. Et un problème à la fois du gouvernement qui n'a pas bien donné l'information. Donc, les gens se comportaient comme s'il y avait des doutes sur les dangers qui nous guettent. Donc, c'est ce travail qui a mené à ce dérapage que nous décrions. Et je crois que, et même maintenant là, il y a des coins où on circule, les gens ne respectent pas les mesures qui sont préconisées pour limiter le dégât. Hein? Et la communication a sensiblement chuté. A chuté. Je ne sais pas si l'équipe de riposte continue de communiquer encore.
Et comment la population peut savoir si le danger est là où elle est déjà parti? L'impression qu'on a, c'est comme si le danger est écarté, alors que le danger est avec nous. Mais cette population n'a-t-il pas simplement compris ou il a simplement l'impression que la maladie n'existe pas, surtout que certaines langues disaient déjà dans nos cités que personne n'a perdu un membre de sa famille dans chaque famille. Non, on ne devait pas perdre dans sa famille nécessairement, mais il y a quand même des gens qui sont morts de cette maladie. Il y a des gens qui sont guéris de cette maladie et qui le disent. Qui le disent. Je connais des conseils du chef de l'État, M. Vidier, il a dit. Madame la ministre de l'économie, qui l'a dit. Dans son entourage, elle a perdu beaucoup de gens. Il ne faut pas que ce soit nécessairement chaque famille perde une personne pour que nous puissions savoir. Ces compatriotes qui sont morts dans ces conditions ou qui sont guéris dans ces conditions, ils le disent. Donc, il n'y avait pas un problème. C'était toujours, encore une fois, dans un pays où ceux qui doivent donner l'information ne la donnent pas bien, la place est à la radio-trottoir. Mais ce qui est grave aussi, c'est qu'en Europe, on a quand même vu cette carence des respirateurs, alors que pour la seule République démocratique du Congo, on ne pouvait en compter que 50 respirateurs. Et comment est-ce qu'ils pouvaient prétendre à une Mais je vous ai parlé tout à l'heure de l'infrastructure sanitaire du pays qui n'est pas adaptée à ce genre de la technologie médicale où 50 un grand pays comme celui-ci, c'est la honte même pour le pays. Mais ça devait être une opportunité pour nous de repenser notre système sanitaire, de l'adapter à l'époque moderne et au type de maladies modernes que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Tu as entendu une seule réunion ou un forum pour tirer des leçons de ce qui nous est arrivé, pour nous projeter? Tu as entendu un seul plan du gouvernement pour voir nous allons améliorer tel hôpital, tel endroit, tel autre endroit? Tout ça, ça reste le problème de gouverner, c'est prévoir. Quand les choses arrivent, on en tire des leçons et on se met à l'œuvre. Dans d'autres pays, les usines de fabrication de masques ont été déjà mis, sont en train de se mettre en place. Et chez vous, c'est où? Chine, donnez-nous. Europe, donnez-nous. États-Unis, tu penses quoi de nous? Le pays de main tendue. Et ce pays-là, nous ne le voulons pas. Bon, au fait, un autre problème, c'est que le site d'ensevelissement de ce malade était quasiment resté un secret. Ce qui a aussi intrigué les gens pour dire que les morts de Covid-19, où est-ce qu'on les enterre? Non, on les enterrait, tout est connu. Le problème, c'est que, encore une fois, je ne sais pas comment cette question revient tout le temps. C'est un problème de communication, quoi. Ils ne communiquaient pas bien. Et puis, les gens aussi sont habitués à la radio-trottoir. Au point où, même il y a quelqu'un qui est mort de la maladie, ils ne croyaient pas. Jusqu'à inventer même des histoires qu'on est en train d'acheter des corps. Mais moi, j'ai un ami médecin qui a failli être tabassé dans l'est de la capitale. Ils sont en train de faire l'inventaire de savoir les zones de santé, si jamais il y a une situation, comment on peut y arriver pour résoudre le problème. Il a failli être tabassé. Malheureusement, ça a tombé ce jour-là, quelqu'un était mort dans l'hôpital. On a cru qu'ils sont venus pour prendre la personne, pour aller le faire enregistrer. Mon ami s'est retrouvé à la commune. À la commune, heureusement qu'ils avaient un ordre de mission. Ils n'avaient rien à faire avec le malade, mais ils venaient seulement dans la détection des centres de santé. Si jamais la maladie prenait l'ampleur, comment on peut soutenir ces centres de santé? Vous voyez là où nous en sommes arrivés? La communication n'était pas très bonne. Donc, chercher le cimetière, c'est comme si vous cherchiez les sexes des anges. Les gens meurent. Et puis on ne pouvait pas aussi traumatiser la population. Vous savez, même aujourd'hui, les gens qui meurent de sida, on vous les montre. Est-ce que vous pouvez le voir dans la communauté? Donc c'est l'éthique aussi médicale qui exige que certaines choses soient conservées de manière à ne pas traumatiser ceux qui ne sont pas dans le cas. Moi je crois qu'ils ont joué leur mission à ce niveau-là. Donc il ne faut pas que vous puissiez voir quelqu'un qui est mort pour qu'il puisse croire. Hein. Mais le sida tue. Hein. Mais on ne dit pas qui est mort de sida et quel cimetière on l'a enterré. Donc finalement, il fallait en finir avec cette maladie. Apparemment, comme vous le dites, aujourd'hui on ne communique plus, et la communication a baissé, et la population s'en fout. Carrément, il fallait au fait déconfiner. On a déconfiné, mais on a déconfiné d'une manière que personne
ne s'était attendu. Du jour au lendemain, on a entendu les terrasses en train de monter la musique. Les gens étaient à tout moment un tout petit peu confinés dans les terrasses. Et puis les églises aussi ont repris, mais seules les églises ont respecté certaines normes. Alors que dans les terrasses, les gens se sont tassés. On a déconfiné de quelque manière que ce soit et cela a laissé à désirer. C'était étonnant. Le déconfinement, comme je vous ai dit, n'est pas encore synonyme que la maladie est partie. Ça, c'est un, de deux. Les bars, les terrasses, vous savez l'engouement qu'il y a autour de ça, ce n'est pas parce que les gens buvaient, les bars étaient même ouverts pendant la période. Je savais qu'il n'y avait pas de chaises, mais il y avait des bouteilles par terre. Nous sommes tous dans cette ville, nous voyons comment les gens buvaient avec des bouteilles par terre. Les bars ont fonctionné dans cette période à leur manière. Parce que je voyais des camions de Bralima, Bras Congo circuler dans la ville, déposer des biens à saler dans le ventre. Le problème, c'est que c'était cet engouement. Oui, oui. Maintenant, le problème, c'est de l'engouement. L'engouement qu'il y a autour de ça, d'abord, c'est un problème de pauvreté. Ces gens-là payent des loyers, des maisons qu'ils payaient pendant près de 4 mois. Ils ne payaient pas, mais le propriétaire comptabilisait. Il fallait vite faire quelque chose pour qu'ils payent d'abord le tenancier de ce bar. Deuxièmement, la population était dans une sorte de psychose. Maintenant, parce que la communication passe très difficilement de croire que la maladie existe ou n'existe pas, les gens se sont passés de cela. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les bars que dans les églises. Vous voyez, vous ne pouvez pas trouver un bar avec 100 personnes. C'est possible aussi qu'on peut trouver des endroits comme ça, 100 personnes. Mais dans l'église, c'est les endroits où on entasse les gens dans une salle ou dans un hangar, parce qu'il y a toujours des hangars aussi qui existent dans cette ville. Donc, il y a ça. Donc, les mesures devaient être renforcées à ce niveau-là. C'est un problème d'abord de responsabilité personnelle. D'abord, l'individu lui-même, il voit les dangers et il prend des précautions pour ne pas affronter les dangers. Alors, les églises ont bien commencé, mais allez voir maintenant si ça continue de la même manière. Allez voir si ça continue. Et vous savez qu'avec le thermoflash là, les piles là, après un beau temps, ça donne de faux chiffres. Est-ce qu'ils suivent tout ça pour le faire? Moi, j'ai fait le tour de la ville le premier jour, le 15 août. J'ai fait le tour de la ville, j'ai vu des églises. Le problème, je n'ai pas voulu publier ce rapport, me disant, bon, la situation est déjà difficile, il ne faut pas l'envenimer davantage, quoi. Donc, on a fait cet engouement de retrouvailles. Mais c'est aussi une source de revenus, hein, des acheteurs, des consorts. C'était une bonne opportunité d'abord d'aménager l'environnement au départ. Mais la suite, je vois ce qui se passe. Le papier hygiénique, à certains endroits, je ne le vois pas, quoi. Et les thermoflash, moi je ne leur fais pas confiance assez parce que je trouve que quand la pile est faible, elle donne des chiffres qui ne correspondent pas à l'état sanitaire de l'individu qui est testé. Et même les lave-mains qu'on voit à l'église, moi j'en ai vu quelque part, il n'y avait plus de l'eau, quoi. Donc, à l'intérieur de l'église, les mesures de distanciation, est-ce que c'est respecté? Moi j'ai vu des gens qui criaient, qui chantaient à haute voix. Et vous voyez, est-ce qu'ils étaient masqués? Voilà autant d'éléments qui sont là. Ça relève de la responsabilité de chacun de nous, des églises et des animateurs de ces églises, mais aussi des gouvernements. Donc, c'est mitigé. C'est mitigé. Je ne suis pas sûr que tout est respecté dans l'église. Je ne crois pas du tout. Je ne suis pas aussi sûr que tout est respecté dans les bars. Je ne crois pas du tout. Mais nous vivons tout cela. Et donc, nous allons chuter par cette question. Et le coronavirus a également entamé l'éducation. On a vu l'année scolaire et même l'année académique s'estomper net au bon milieu des enseignements. Et aujourd'hui, pour pouvoir, déjà on est au mois de septembre, les élèves devaient déjà retrouver leur chemin de l'école. Cela ne se passe toujours pas et l'éducation, c'est-à-dire que la rentrée tarde à venir. Qu'est-ce qui explique ces retards? Qu'est-ce qui explique cette rentrée effective de l'enseignement pendant que les élèves sont à la maison en train d'attendre, puisqu'on a déjà déconfiné ces enfants ou ces élèves, ces étudiants, les élèves surtout, se demandent comment est-ce qu'on ne reprend toujours pas le chemin de l'école.
C'est lié au tâtonnement des autorités sanitaires, aux tâtonnements même des autorités, des milliers des enseignants, des enseignements supérieurs même, primaires, secondaires, choses comme ça. Il y a un tâtonnement. Ce tâtonnement-là a fait que tout s'est arrêté brutalement, quoi. Pourtant, nous voyons venir les dangers. Tout s'est arrêté. Mais quand ça s'arrête, il faut repartir. Même si un véhicule s'arrête brutalement, on doit voir est-ce qu'il y a la graisse, est-ce qu'il y a les huiles, est-ce que tout est en place avant de redémarrer. Mais dans un pays qui est aussi si fragile, qui a une économie presque extravertie, qui dépend de tout de l'extérieur, même des masques que nous portons, c'est heureusement que nos jeunes sœurs se sont adaptés à nous faire des tissus, sinon nous serions foutus. Mais je pense qu'on devait aussi construire une usine de fabrication de masques dans ce pays à partir de ce que nos jeunes sœurs, nos couturiers sont en train de faire comme génie aujourd'hui, quoi. Mais personne ne peut le renforcer dans ce domaine-là. Donc la rentrée scolaire, universitaire, des enseignants, mais ces gens-là ne sont pas payés. Hein. Quand vous leur demandez de revenir, c'est pour qu'ils redémarrent avec des grèves. Il faut déjà résoudre ce problème-là. 4 mois, ils ont vécu des moments de cauchemar. 4 mois, ou même 5. Vous savez ce qu'ils ont vécu, les enseignants congolais? Et on disait qu'on paye $200. Avec le dollar qui a pris aussi, l'inflation qui a joué, est-ce qu'ils touchent encore ce qu'il leur a été promis? Mais maintenant, même le peu là, ne venait même pas. Déjà, nous avions un problème de la gratuité de l'éducation de base. Payer les gens qui sont, qu'on appelait ici chez nous les nouvelles unités, payer les gens qui sous-travaillent mais qui n'ont jamais été payés, ça a déjà été un problème. À cela, Covid est venu renforcer, mais on a enfoncé des gens sous la terre, quoi. Donc ces enseignants, il faut déjà penser, parce qu'il y a la rentrée qui s'annonce, il faut penser déjà à résoudre ça. Il faut penser à résoudre aussi les conditions d'accueil et les mesures qui doivent être prises là où les enfants vont aller étudier. Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce qu'il y pense? Je ne suis pas du gouvernement, quelqu'un de la rue. Que pourrais-je vous dire? Bon, face à cette analyse globale, quel est votre mot à dire? Quel est votre message vis-à-vis de la population, vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis de la responsabilité de tout un chacun face à cette pandémie qui court encore et qui n'a pas encore trouvé solution? Qu'est-ce que vous pouvez, au fait, dire pour que les gens, la tête de tout le monde, et puis personne ne comprend rien, et finalement on s'embarque comme ça dans la barque et on navigue à vue. Qu'est-ce que vous avez à dire pour pouvoir essayer de ramener votre population aussi à la droite ligne? Je pense que j'ai 2 messages. Le premier, je l'adresse à la population congolaise. Qu'on nous prenne en charge ou qu'on ne prenne pas en charge, c'est d'abord de notre première responsabilité, de nous assurer nous-mêmes déjà de notre sécurité sanitaire avec le minimum. Nous devons savoir que la maladie est là. Elle persiste dans le monde et dans notre pays. C'est par notre responsabilité, nous devons nous protéger nous-mêmes. En nous protégeant nous-mêmes, nous protégeons aussi l'autre. Ne négligeons pas les mesures qui sont annoncées, les mesures d'hygiène et le fameux geste barrière. C'est important, d'abord pour la survie de vous-même et de l'autre qui est à côté de vous. Donc c'est notre responsabilité. Ne nous laissons pas avec des informations trottoirs. La réalité, elle est là, elle nous guette et de façon dangereuse et en face de nous, sans moyen de défense. Le seul moyen de défense, c'est notre prise de conscience devant notre responsabilité. Il y va de notre survie. Au gouvernement de la République de s'assumer réellement comme gouvernement qui a mandat et mission de protéger la population congolaise, de sécuriser la population congolaise sur tout le plan. Déjà, il y a la guerre à l'Est. Il y a les maladies d'Ebola à l'Est. Maintenant, c'est dans l'Équateur. Il y a ce Covid qui vient encore perturber l'environnement qui était déjà pollué. Quel est le plan de sortie de cette crise?
nous devons le savoir. Il est évalué à combien et ça va servir à quoi? C'est important pour un gouvernement qui est dit le gouvernement du peuple d'abord. Donc, le gouvernement a comme mandat et au centre de tout, d'abord le peuple. Et le plan de sortie quoi? Quelles sont les mesures à moyen, long et court terme qui sont prises actuellement pour sauvegarder d'abord l'environnement massif de retour de nos enfants? L'avenir de ce Congo dépend de l'éducation que nous donnons. Mais l'éducation se passe dans un environnement teinté de beaucoup de dangers sur le plan sécuritaire et sanitaire. Qu'est-ce que nous prenons comme mesure pour accompagner les entreprises? Et je crois que c'est ça que les mesures que le gouvernement devra prendre pour accompagner la population congolaise. Il y a la responsabilité liée à la population elle-même. Il y a aussi d'autre part le gouvernement qui doit s'assumer. Voilà autant de choses. Et enfin, au niveau du gouvernement, votre communication n'est pas assez bonne. Essayez d'améliorer la communication pour donner la bonne information pour que le comportement de la population soit aussi adapté à la bonne information qui est donnée. Ne laissez pas la place à la radio-trottoir qui détruit, qui ne nous amènera même pas aux résultats que nous attendons. Donc il y va de votre responsabilité pour que nous puissions arriver à sortir de cette crise en sauvant le Congo et les Congolais. Monsieur Cordon Jonas Tchombela, vous êtes le principal animateur de la nouvelle société civile congolaise. Nous vous disons merci, nous vous remercions d'avoir été avec nous et partager un moment en remontant le début de la pandémie jusqu'au moment. Nous vous disons un grand merci. C'est moi qui vous dis merci.